Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture avec, je dois vous dire, un coup de cœur de l'année 2021. Je me suis pris dans... Voilà, comme ça, je m'y attendais pas. J'ai lu ça, j'ai fait... Ah, j'en ai déjà parlé sur Twitch, mais je vais vous en parler vraiment parce que là, j'ai un peu lu 2 intégrales à ce sujet-là. J'ai un récit young adulte à vous présenter sur la légende arthurienne, et ensuite un petit truc sur le sorceleur, mais je ne résisterai pas à commencer par Gérald. Comment bien commencer l'année 2022? Bah avec le sorceleur. Voilà, je devais vous parler de ce livre que j'attendais avec impatience mais que j'ai reçu avec beaucoup de retard. Normalement j'aurais voulu vous le présenter pour la saison 2 de The Witcher qui est sortie sur Netflix, mais je vous le présente maintenant, en 2022, et c'est donc un livre de Alain Tipuy-Zégur. Je me rends compte à l'instant que c'est le mec qui a écrit le livre sur Lovecraft, que j'ai lu il y a pas très longtemps, l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc Le Sorceleur, Codex, l'univers d'Andrzej Sapkowski, illustré et décrypté, chez Bragelonne. En clair, donc c'est un codex tout simple et tout bête, hein, je vous le montre comme ça, avec donc les personnages et du texte à côté, les créatures. Donc il me semble qu'on a les personnages, on a les créatures, les lieux, il y a des cartes, bref, c'est vraiment pour appréhender le sorceleur. Donc je dois déjà dire que au niveau du texte, ça vous informe vraiment de tout, la mise en page est très sympa, voilà. Le loup-garou et tout, je vais vous en parler vraiment tout de suite. Je n'ai pas été hyper fan des illustrations parce que je pense que je suis trop habituée au visuel de la série, des jeux vidéo et des fanarts, voilà. Mais pour le coup, c'est une question subjective, les goûts et les couleurs en termes d'illustration. Mais le livre est joli, hein, voilà, c'est bien présenté. Il ne prend pas trop de place. Et ça, c'est à noter. C'est au prix de 30 €. Voilà, c'est un certain prix, mais il est en dur. Et voilà, il y a pas mal, il y a une illustration en fait à chaque page. On a vraiment tous les personnages essentiels du roman qui sont voilà, décrits. On a les cartes où on vous explique la géopolitique. Alors c'est vachement bien quand on n'a pas lu les livres. Voilà, pour le coup, ça permet de replacer un peu les personnages. Et quand on a lu les livres, au bout d'un moment, on s'en souvient pas, c'est bien aussi. Le petit truc que j'ai pas compris sur ce codex, qui est vraiment bien fait, hein, le texte que je vous dis c'est très riche, c'est vraiment clair, concis, c'est que les gens qui ont lu les livres le savent déjà. Après ça peut être un rappel pour les gens qui ont joué aux jeux vidéo ou lu les livres, voilà, sur les personnages. Mais c'est hyper spoilant vis-à-vis de la série en fait, parce qu'on va pas se contenter de te dire là où on en est en fait dans la saison 2, on va te décrire tout. Après, la saison 2 a quand même pris des très grandes libertés en termes d'adaptation, et ce qui fait qu'il y a des révélations dans le tome 6, voilà, dans les derniers tomes qui sont voilà, dans la saison 2, mais pour le coup ça spoil beaucoup l'histoire, et donc ça vous spoilera forcément les saisons du Witcher. Après si ça vous dérange ou pas, mais par exemple voilà, il y a les rats qui sont, voilà, je tombe sur les rats. Dans la saison 2, c'est une question qui n'est toujours pas abordée, et c'est normal parce que c'est pas tout de suite dans le récit. Donc c'est ces choses qui sont un peu perturbantes, mais pour le coup, quand tu as un petit peu des problèmes de mémoire, ça peut te servir. Bref, c'est un joli livre. Moi j'ai beaucoup aimé l'illustration de Calance, je crois que c'est une de mes préférées dans le texte. Vraiment un livre pour, je pense, les collectionneurs. Voilà, c'est un livre pour les gens qui aiment The Witcher, et pour le coup, moi ça m'a bien plu. J'ai passé un bon plaisir de lecture à retrouver un petit peu tout ça. Bon, il y a des personnages comme série où j'ai pas relu le texte parce que j'ai lu les bouquins, quoi, pour le coup. Mais il y a des personnages, ça fait quand même 2 ans maintenant que je l'ai lu, le Witcher, 2-3 ans, des personnages où dans ma tête je me dis ah, c'était qui déjà celui-ci, donc ça fait toujours plaisir. Bref, avis aux collectionneurs, avis aux fans de Gérald, il y a des choses voilà, qui sont disponibles, qui sont plutôt cool et bien faites, et je tiens à souligner que le travail d'Alain Tipuy-Zégur est vraiment bien en termes de résumé. Voilà, il a vraiment réussi à résumer les choses de façon très claire et concise et bien faite. On pouvait pas commencer l'année sans Gérald, c'était impossible. Ensuite, je vous présente le coup de cœur en dernier parce que j'aurai plus de choses à dire là-dessus. Je vous présente donc un livre de young adulte dont j'avais demandé la réception. Il y en a un deuxième de la maison d'édition que je vais bientôt vous présenter. J'en choisis très peu de cette maison d'édition là parce que je lis très peu de young adulte, mais c'est la suite d'une série que j'ai lue l'année dernière. Donc je me suis pris La trahison de Camelot, l'ascension de Camelot de Christian White. Donc c'est la suite de je ne sais plus, La tromperie de Guenièvre ou un truc comme ça, bref.
On est sur un récit young adulte, alors vraiment c'est pour les adolescents, je crois que Guenièvre a 16 ans ou 17 ans dans le texte, elle doit avoir 17 ans dans celui-ci. On est dans un pitch de départ où la petite Guenièvre, que je déteste, alors Guenièvre c'est le personnage que j'exècre le plus dans la légende arthurienne, mais qui arrive à être supportable dans celui-ci, la Guenièvre, elle est morte, voilà, ouais, spoiler, c'était la première page du récit. Bref, en fait, il y a une autre nana qui s'est passée pour Guenièvre, voilà, qui a été envoyée par Merlin à la cour de Camelot pour l'aider à affronter une méchante reine qui a été repoussée dans la forêt. Donc Guenièvre, elle va dans une cour où la magie est interdite alors qu'elle est douée de magie. Elle fait la magie des nœuds, le système de magie est très sympa dans l'histoire. On va rencontrer toute la smalda d'Arthur et avec un retravail très moderne et très, on va dire, original parfois. C'est ce que j'aime bien, c'est ce que je préfère dans le récit de la légende arthurienne. Par exemple, le personnage de Lancelot est particulier, je ne vous spoilerai pas sur la raison, mais c'est assez original. Il y a des relations LGBT qui sont mises en avant. On se doute qu'à la période du Moyen-Âge, c'était pas ce qui était choisi par les auteurs, mais c'est assez sympathique. Donc dans celui-ci, Guenièvre, suite au tome 1, s'en veut un petit peu parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans le tome 1, des trahisons et tout ça. Et dans ce tome-ci, problème, il y a une petite nana qui arrive et qui dit je suis la sœur de Guenièvre, sauf qu'elle est décédée et que l'autre a pris sa place, donc elle fait ah ça va être compliqué à gérer. Donc voilà, c'est le début du roman, mais ça se développe bien sûr. J'ai beaucoup aimé dans celui-ci le fait qu'on traite beaucoup de la légende de Tristan et Iseut, qu'on a tendance parfois à dire que c'est en dehors de la légende arthurienne, alors que non, pas du tout. C'est une légende que j'aime beaucoup, qui est très originale de la façon dont c'est traité dans celui-ci. Donc c'est le point majeur que j'ai apprécié dedans. J'aime beaucoup, alors il y a un triangle amoureux dans le texte, mais qui est très bien fait. Pour le coup, il m'agace pas du tout dans la façon dont c'est fait, qui est assez intéressant. Guenièvre est un personnage, c'est une jeune fille qui est assez attachante. Alors elle veut toujours au devant des problèmes, hein. Des fois t'as envie de la gifler en disant meuf, tu déconnes là, on arrête, mais elle est attachante, voilà, pour le coup il y a de la magie, j'aime bien parce que les personnages qui sont tendance à être bien vus dans la légende arthurienne, notamment du point de vue du cinéma comme Merlin ou ce genre de personnages, sont un peu plus nuancés dans le texte. Voilà, on a un Arthur qui a une vie un peu compliquée aussi. Il y a d'autres personnages que j'adore de la table ronde qui se retrouvent là, donc c'est assez compliqué de vous parler à chaque fois des tomes 2, mais je dois vous dire que toute la partie sur, on va dire, Tristan et Iseut est assez sympa. Il y a de l'action. Après, je l'ai trouvé moins intéressant que le tome 1. Autant le tome 1, il y avait la découverte de l'univers, on poussait beaucoup plus sur la magie et sur les questions de, sur les origines de Guenièvre. Là, c'est vraiment un tome 2 dans le sens que tu vois que ça prépare le tome 3. Voilà, c'est un peu la faiblesse de certains tomes 2, de certaines trilogies, parce que je pense que ça va être une trilogie. C'est un petit peu dommage pour ça, mais voilà, il y a quelques longueurs dans le texte, il y a des passages où je me suis dit oh ça aurait été mieux que ça soit un peu plus palpitant. Il y a des moments c'était assez surprenant, ce que j'aime beaucoup aussi c'est que vraiment l'autrice, elle prend des passages qui sont un peu canons de la légende arthurienne et qui sont pas forcément connus toujours du grand public, et elle arrive à les retransformer. Il y a vraiment un travail derrière, c'est pas du genre on te salit la légende arthurienne, ça va au-delà de ça, c'est très très moderniste, mais c'est assez original et ça te prend pas l'amateur de la légende arthurienne pour un con en fait, on est sur un truc un peu plus réfléchi. Donc voilà, mais ça reste de la young adulte. Alors les romances adolescentes et tout, en termes de world building, de creuser les univers et tout, on est loin d'être sur un récit qui tient vraiment la route, qui est vraiment très complet et très riche, mais en tant que récit young adulte, ça fait le taf. Voilà, il y a de l'action, il y a des amourettes, il y a des complots, il y a des choses qui sont surprenantes, ça se lit très très facilement, ça se lit très très vite aussi, ça s'enchaîne très très vite. Tome 2 est un peu moins bon que le tome 1, à cause de ses longueurs, ses facilités scénaristiques aussi, hein, c'est assez prévisible, mais pour le coup pour les ados je trouve que ça fait vraiment le taf et je trouve ça vraiment cool de pouvoir proposer à une génération qui connaît peut-être pas trop la légende d'Arthur. Alors je dis pas qu'ils ne connaissent pas Arthur, mais Merlin l'Enchanteur c'est un vieux Disney, les adaptations on va dire de la légende arthurienne, à part, bon il y a Camelot qui est sorti il y a pas très très longtemps, ça fait un petit moment qu'on en a pas eu vraiment au cinéma, donc je suis pas sûre que ça soit une génération qui ait beaucoup grandi avec cette figure là, donc pour le coup ça leur permet en fait de voir un peu, de dépoussiérer un peu plein de mythes et peut-être leur donner envie de lire les mythes canoniques, parce que pour le coup la légende arthurienne c'est quand même hyper glauque, hein. Et là-dedans ils arrivent quand même à tourner le truc pour que ça
ça soit un peu moins glauque, même s'il y a des moments où ils ont pas pu, faut appeler un chat, notamment vis-à-vis du personnage de Mordred et tout, ils ont fait des efforts pour éviter de choquer le jeune public. Donc bref, les couvertures sont assez sympas. Le seul bémol que je dois quand même souligner, parce que je veux bien le lire comme une lecture adolescente et de pas le lire comme un livre adulte pour pas voilà, lui reprocher des choses qui sont liées à la littérature adolescente. Le style est très enfantin, très facile, il n'y a pas beaucoup de vocabulaire, les phrases sont même... alors je ne sais pas si c'est un souci de traduction, mais je fais beaucoup de corrections, on va dire, orthotypo en ce moment, et notamment sur le texte, les structures grammaticales et tout, et c'est vrai que les phrases elles sont hyper simplistes, parfois on utilise des mots qui sont pas forcément, je trouve, les plus adaptés pour la phrase, bref, c'est un style qui est pas forcément élogieux, hein. Moi je complimenterais pas le style, donc je ne sais pas si c'est un problème de traduction ou si c'est un problème de style de base, mais il y a plusieurs phrases qui m'ont fait tiquer et sortir du récit en me disant... c'est pas que c'est pas français, mais c'est pas très beau en termes de français, quoi. Même pour de la young adulte où le style doit être quand même assez facile à lire, c'était pas ouf sur ce point-là. Donc voilà, c'est simplement ça à vous souligner. Ensuite, je vais vous présenter le coup de cœur, the coup de cœur de la fin 2021 qui pèse son pesant d'or. Donc je vais vous présenter la suite pour tout vous montrer. Alors, je vous présente le volume 2, ça ne va pas. Le volume 1, Fable, enfin. Le volume 2, Fable, enfin encore. Alors Fable, je vais poser un volume parce qu'ils sont très lourds. Ces éditions là, ce sont des regroupements en fait de je sais pas combien de volumes chez Urban Comics. C'est donc de Bill Willingham et de Mark Buckingham. Fable, j'en ai toujours entendu beaucoup de bien, on me les a offerts l'année dernière et je me les gardais pour la fin d'année sans en attendre. Alors, la personne qui me les a offerts a adoré. Voilà, j'ai entendu beaucoup de gens qui avaient adoré. Elle m'a dit je sais que ça va te plaire et tout. Et elle a touché juste. Pour tout vous dire, j'ai eu des coups de cœur. C'est vraiment été un coup de cœur pour cette série. Je vais simplement dire le petit défaut, le seul que j'ai remarqué dans ces deux intégrales. Il y a certaines histoires qui sont plus ou moins bien dessinées. Voilà, Fable, ça date quand même d'un certain moment. Donc il y a des moments, le style, moi j'aime beaucoup le style graphique, il y a des moments c'est un peu plus brouillon. Voilà, c'est le seul truc que j'ai à dire. Mais par rapport à la qualité d'écriture, ce n'est absolument rien. Alors Fable, de quoi ça parle? Dans la première histoire de Fable, on est sur la ville de Fableville qui se situe dans notre monde. Les gens qui habitent Fableville, avant ils habitaient les royaumes magiques. Voilà, ils vivaient dans leur royaume, Cendrillon, Blanche-Neige et tout, elles faisaient leur life. Et un jour il y a un grand méchant qui est arrivé et qui a commencé à tuer tout le monde et à mettre en esclavage tout le monde. Donc tous ces peuples sont partis en exode et donc ont passé des portail pour aller dans notre monde et fonder la cité de Fableville il y a très longtemps. On suit Blanche-Neige qui est l'assistante du maire, en clair c'est un peu elle qui gère la ville parce que c'est elle qui bosse, qui fait tout, qui a divorcé du prince charmant, on en parlera du prince charmant, mais qui a divorcé du prince charmant et dont la jeune sœur est totalement son opposée. Un peu punk, qui fait que des conneries, qui a couché avec son mari aussi, on adore. Et elle va être confrontée au meurtre de sa sœur, enquêter un petit peu avec le loup, voilà, le loup du petit chaperon rouge, qui est humanisé dans le texte, qui est une sorte de loup-garou et qui est shérif de Fableville. Ce qui est hyper sympa, c'est qu'il y a des personnages négatifs qui se sont rachetés et il y a des personnages positifs qui deviennent négatifs, voilà, dans les contes. Alors, c'est pour un amateur de contes comme moi, une amatrice, un puits de références inestimable. J'ai adoré toutes les références qu'il y a dans le dessin, même dans les décors. Il y a énormément de contes qui sont cités. Vraiment, on ne balaye pas que le petit chaperon rouge, hein. On est sur une diversité de contes de toutes les origines possibles. Et on a même des contes qui sont, par exemple, des contes qui sont liés à l'histoire d'Amérique. Voilà, on a des choses qui sont différentes. On va de Robin des Bois aux Trois Petits Cochons. Vous voyez, on est sur plein d'histoires différentes. Il y a donc des histoires qui ne sont pas très courtes, ce qui fait que ça tient vraiment de nombreuses pages. Voilà, on a une histoire qui se développe, c'est très bien écrit au niveau scénario, je trouve que ça tient vraiment la route, c'est passionnant, c'est palpitant, c'est drôle et c'est très adulte. Alors pour le coup, Fable, ça fait des galipettes dans les lits, ça coupe des têtes, voilà, c'est assez glauque, ça traite de sujets qui sont très durs, comme je vous dis, la sœur de Blanche-Neige a quand même fait des choses avec le prince charmant.
Le prince charmant se fait toutes les filles du village pour essayer de renflouer les caisses. Et ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a qu'un seul prince charmant. En fait, il y a plein d'idées originales dans ce texte. C'est vraiment hyper bien pensé. Il y en a qu'un, donc en fait, il divorce et il change de femme à chaque fois. Toutes les références au conte sont hyper agréables à lire quand on aime ça. C'est riche, c'est intelligent, c'est triste, c'est violent. Bref, il y a le côté conte un peu gore qui ressort parfois. On a un développement de l'histoire qui prend son temps. Les dessins sont plutôt beaux en termes de couleurs, et en fonction des histoires on peut avoir un crayonnage, voilà, je vais dire un crayonnage, oula je sors les termes, on peut avoir des couleurs, voilà, des ambiances qui changent, et surtout même un style un peu graphique qui s'adapte en fonction. Je dis c'est très sanglant, hein, c'est violent hein, pour le coup. On a aussi la chance d'avoir des contes qui sont très méconnus, qui se sont mis en avant. Bref, c'est vraiment génialissime. J'ai pas d'autre chose à vous dire, c'est vraiment absolument... J'ai adoré ma lecture, j'ai hâte de lire l'intégrale 3 qu'on m'a offert à Noël. Vraiment, j'ai trop hâte. J'ai donné tous les signes en disant j'ai aimé, j'ai adoré, ça serait bien d'avoir ça à Noël. Bref, c'était vraiment une série à vous recommander. Et en plus, dans ces éditions-là, tu as de la lecture. Il y a le côté parfois avec, vous savez, les BD où ça se lit super vite. C'était même plus de temps à lire que les romans parce que je regardais bien les images. Il y a plein de détails. Je réfléchissais à l'histoire, à essayer de savoir où ça allait mener. Et c'est hyper triste parfois. Et j'ai vraiment aimé parce que ça m'a fait passer par plein d'émotions. Autant le rire que la tristesse, que la colère. Que j'étais très impressionnée par, on va dire, le scénario et tout ça, comment ça a été construit, comment c'est riche. Bref, j'ai vraiment hâte, je vous le recommande absolument. En plus, je peux vous dire que c'est pas dégueu dans la bibliothèque, ils sont vraiment très beaux. Donc voilà, ça a été un coup de cœur, j'ai pas d'autre chose à vous dire. J'avais attendu Fable, j'avais peur de pas aimer, j'ai pas été du tout déçue, ça a été vraiment une excellente lecture. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu, notamment si vous avez lu Fable, ce que vous en avez pensé, parce que vraiment je me suis pris une claque là, comme ça, direct dans le coin de la joue, où j'étais en mode... et tout est bon dans le récit, et je peux vous dire que pour créer un récit sur les contes qui me plaisent, c'est difficile parce que je suis assez... J'en ai lu quelques-uns et je suis assez pinailleuse sur comment sont réinterprétés les contes, mais là c'est réinterprété de façon adulte, intelligente, politique, plein de façons très différentes, et j'ai adoré. Donc on va arrêter avec Fable parce que je m'emballe un peu, mais sur ce, voilà. On en a fini. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, ce soir, si j'ai le temps, parce que là je filme toujours un mois en avance, pour le live Twitch. Mais normalement, tous les mercredis soirs, il y a un live Twitch de prévu. Donc, à ce soir.